Pier Paolo conduisait une voiture puissante et j'étais son passager. Il appuyait sur le champignon dans les virages d'une petite route d'Italie. Pour m'impressionner, j'ai pensé. À chaque fois, mon corps se tendait de stress, mais ça me faisait marrer quand même. Pour lui signifier que je pigeais son jeu, je lui passais un moment la main dans les cheveux, aussi peut-être pour qu'il se calme et qu'il ne nous envoie pas dans le décor. Allez, tout doux, j'ai compris. Dans cet échange sans parole, j'ai remarqué qu'on était calés sur la même longueur d'onde. Alors son visage a rajeuni. De l'homme mûr au visage buriné et préoccupé, qu'on lui connaît des photographies de lui les plus fameuses, son apparence était passée à celle presque phosphorescente d'un jeune homme au visage mat et glabre, au sourire ineffable et puissant. Tout ça dans la nuit tombante, sur les corniches d'une route de montagne d'Italie. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou un peu avant, je lui ai raconté mon souvenir d'enfant en vacances, avec les parents, dans un hôtel à Rimini-Plage. Toujours le même hôtel, plusieurs années de suite, où du coup j'avais mes marques avec la fille du patron et de la patronne, et de la matrone. Le souvenir en question, parmi trois autres marquants auxquels j'ai pensé pour intéresser Pier Paolo, c'était celui du sous-sol de l'hôtel, auquel j'avais droit d'accès, accompagné par la petite fille. J'avais 1 ou 2 ans de plus qu'elle, mais bien fille de sa mère, c'était elle qui décidait de tous nos jeux, comme en son empire. Là, à l'abri de la canicule, il devait y avoir une salle de jeu et de jouets, mais ce n'est pas de ça dont je me souviens. Dans ce sous-sol étaient les chambrées des serveuses de l'hôtel. Des filles de la campagne, le plus souvent. À peine majeures, sans doute, mais plus que femmes, pour un gamin de 10 ou 12 ans. Mais ce n'est pas encore vraiment de cela dont je me souviens. 10, 12 ans, bien sûr, à leurs yeux, c'était le rien d'un gamin. Aussi étais-je transparent dans leur chambrée. Et les couloirs où cette volière de petites culottes se préparait, ou se reposait du service et de la chaleur d'en haut. Mais le souvenir, c'était encore autre chose. Peut-être encore plus intéressant comme souvenir, car c'était une odeur. Celle du linge de l'hôtel, de la lessive que ce petit personnel faisait tous les jours dans les sous-sols, l'odeur du linge frais qui embaumait les couloirs, les chambrées et les petites culottes. J'étais amoureux d'une des filles de la montagne du Nord. En continuant notre route, nous arrivâmes dans un village animé. Arrêtés là, nous nous sommes postés dans un coin de la place, adossés à une structure métallique, aux côtés de 2 hommes ivres, et c'est peu dire. 2 compères de rue complètement faits. Sympas, ils nous souriaient et baragouinaient vaguement. Mais il y avait plus que cela, plus que l'alcool peut-être dans leur hébétude. Je remarquai alors que celui qui me faisait face avait du sang qui lui coulait sur le côté de l'oreille et dans le cou, qu'il y avait à leurs pieds une mare qui n'était pas de l'eau ou de la bière ou de la pisse. L'homme avait le crâne ouvert, tout grand comme un œuf décaloté. Quand j'essayais de voir le crâne de son compère, je remarquai une anomalie différente. Lui avait le dessus du crâne enfoncé, négatif d'une forme que je pris pour les fers en U qui tenaient la structure où ils étaient adossés. Mais Pier Paolo me détrompa. Ils ne s'étaient pas fracassé le crâne dans un accident. C'était la nourriture à laquelle ils avaient accès qui causait ces têtes défoncées.